l'ange blanc, voulez-vous nous dire pourquoi vous combattez masqué? Le catch est un sport noble. Et dans l'anonymat, je viens pour punir les méchants. Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Baro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan. Philippe, parce que ça va vite, ça va cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui, Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. Et c'est pas tout, regardez. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast. Catchacast, donc l'émission dédiée à l'univers du catch sous toutes ses formes, et vous allez voir qu'on va encore rajouter une corde à notre arc, à cet univers catchesque, mais pour pouvoir ajouter des cordes à mon arc, il me faut mon célèbre archer, mon bras droit, à savoir Félix. Coucou Félix. Salut Legolas. Et on se retrouve en plus, merveille, un anneau unique, un podcast unique pour tous les rassembler ensemble dans la même pièce, parce qu'effectivement, vous le savez, les conditions pandémiques ne sont pas totalement réglées, mais se sont un petit peu assouplies, donc c'est autrement plus vivant et autrement plus confort. On a par contre un invité qui lui est à distance, mais ça va pas l'empêcher de briller sur cette émission, c'est Nathan. Bonjour à toi Nathan. Bonjour à tous les deux, bonjour à vous, comment ça va? Eh ben nickel, ravi de te compter parmi nous, et on va expliquer un petit peu au public, tu le feras encore mieux que nous, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sera mieux si on veut parler parfaitement la France, c'est un petit peu étudier l'histoire du catch. On va avoir un focus entre autres sur l'histoire du catch français, mais vous allez voir, pas que, parce qu'en général, dès qu'on parle d'histoire avec un grand H, il est toujours question que ça se touche un petit peu et que les pays discutent entre eux, échangent entre eux, et vous allez voir tout ça avec Nathan. Et Nathan, on va justement te laisser te présenter pour savoir pourquoi tu es extrêmement pertinent justement sur cette émission, même si c'est toujours, là vous allez voir, la modestie des chercheurs, je connais aussi, extrêmement pertinent le fait, je suis sûr un peu tiqué déjà, donc on te laisse un petit peu présenter ton parcours et pourquoi tu es avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors donc, je m'appelle Nathan, je suis étudiant en histoire à Strasbourg, donc je suis en première année de master. Ouais. J'ai 22 ans, voilà. Et pour la rédaction et l'élaboration de mon mémoire, j'ai souhaité me plonger dans l'histoire du sport-spectacle, du divertissement sportif, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est du catch. Et il se trouve qu'à l'université de Strasbourg, un historien du sport a bien voulu me prendre sous son aile, et également un historien qui est spécialisé dans le cinéma. Voilà. Okay. Et ce qui m'a poussé en fait à me lancer dans de telles études, mis à part que le catch est ma principale passion depuis maintenant près de 15 ans, c'est quelque chose qui est tout récent et à mon sens qui est l'une des plus grande trouvaille de ces dernières années, qui a été donc la découverte d'un véritable trésor, qu'est le catch français des années 50-60. Ouais.
Et on va voir qu'il y a beaucoup effectivement à dire. Je rajouterai, avant que tu finisses de compléter déjà malgré ta jeune histoire dans la recherche, déjà beaucoup de choses à ton actif, que tu es responsable d'un site Twitter, d'un Twitter qui s'appelle Wrestling TO, donc oui, Wrestling tout à fait, ouais. et TO _ pour ceux qui veulent aller voir et qui veulent te voir réagir sur l'histoire et l'actu du catch en tout genre, ainsi que des éléments de ta recherche par moment, ainsi que le site Wrestling to the Mat, donc pas l'arithmétique, hein, MAT, vous l'aurez deviné, .fr. Voilà, évidemment, vous aurez tout ça de toute façon dans le billet de l'émission si vous avez oublié d'ici là. Est-ce qu'il y a des choses, n'hésite pas, que tu veux rajouter avant qu'on se lance dans le vif du sujet? Oui, bien sûr, puisque tu as parlé du Twitter, effectivement, c'est là que je me sens le plus à l'aise pour partager, que ce soit, comme dit, le fruit de recherche ou tout simplement des extraits vidéo que je capture et que je sens pertinent de partager. C'est là, je pense, que vous me verrez le plus actif. Et comme tu l'as si bien dit, on a fait des recherches du côté de Catchacast. Il y a le lien vers mon site que j'ai depuis maintenant 3 ans, Wrestling to the Mat, sur lequel j'avais commencé à faire des reviews de shows grâce au WWE Network. Lorsque j'ai un peu pris conscience de leur colossal contenu en archive, je me suis dit que ce serait tellement pertinent d'en faire des reviews en français, s'il vous plaît. Et même si c'est de la lecture, moi c'est ce qui me plaît le plus, c'est de rédiger, c'est d'en faire un petit peu une librairie. Et à côté de ça, je fais aussi des statistiques que je ne publie pas, que je garde pour l'instant un petit peu secrètes. Trésor de guerre. Mais je partagerai ça un jour. En temps voulu, ouais. Pour l'instant, c'est un peu le trésor de guerre, on va dire. C'est tout à fait compréhensible. Parfait. J'ai pas trouvé de format en fait pour l'illustrer, mis à part des chiffres et des noms un petit peu comme ça. Ouais. J'y réfléchis. Une infographie ou une vidéo, mais on sait le temps pour l'un comme pour l'autre que ça peut prendre, évidemment, mais on suivra ça de près et on relaiera au besoin, ne vous en faites pas, derrière votre casque. On va commencer dans le vif du sujet, étudier donc l'histoire du catch. On vous l'a annoncé tout à l'heure, un catch FR et catch US, parce que il va y avoir des croisements quand même assez essentiels et stratégiques en règle générale, et tu nous as aussi lâché un autre élément, c'est que tu as un de tes deux chargés de recherche qui lui se spécialise en études cinématographiques, parce qu'on va pas mal parler d'une institution que beaucoup de monde connaît, je vais dire les moins jeunes ou les jeunes, mais non, en réalité si on s'intéresse un minimum à l'image, au bout d'un moment on voit apparaître les 3 lettres que sont INA, donc c'est institution ou Institut National d'Archives? Alors c'est l'Institut National de l'Audiovisuel. Donc qui est un trésor pour qui qu'on s'intéresse à l'histoire, oui, et notamment aux ressources audiovisuelles. Félix, est-ce que tu voulais commencer par une question particulière après qu'on ait posé tout ça, ou amorcer quelque chose avec Nathan? D'abord, donc tu es en master, donc tu prépares un mémoire, si je ne m'abuse. Est-ce que peut-être tu peux juste nous parler de ça, de l'intitulé de ton mémoire et brièvement de ce que tu as envie de traiter par rapport au catch et à son histoire? Alors, concernant mon mémoire, c'est encore très flou. Malheureusement, j'ai eu quelques petits retards. Dû en partie à la situation actuelle, au-delà de ta propre démarche de recherche qu'on vient de traverser. Alors, la situation actuelle n'a pas aidé du tout, ouais, pour tout vous dire. J'ai aussi eu quelques petits soucis de santé, mais rien de bien grave. Tout est réglé maintenant, mais ça a duré de janvier à mai. Et c'était assez prenant, si je peux dire ainsi. D'accord. Donc ça a beaucoup aussi ralenti toutes mes recherches, etc., tout mon travail. Et j'aurai une pré-soutenance donc en septembre, qui a été repoussée en septembre. D'accord. Et concernant un petit peu le mémoire en lui-même, je ne sais pas vraiment encore comment goupiller tout ça. Je pense travailler sur l'iconographie du catch. Une approche socio-historique, je dirais, des formes de représentation du catch et de son histoire à partir du XXe siècle. Je pense que ça, c'est l'idée générale. Après, ça risque encore de se préciser, de peut-être se modifier un petit peu. Je ne sais pas encore comment je vais organiser, par exemple, mes parties, mon développement, ma problématique également. Ça va se rédiger petit à petit.
Alors qu'une nouvelle ambulance passe. Quand tu parles d'iconographie, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'iconographie, est-ce que peut-être tu peux juste détailler ce que ça implique? L'iconographie, je dirais, c'est vraiment c'est les formes de représentation par l'image. C'est l'iconographie du catch, disons, c'est comment est-ce que le catch a été représenté de manière figurée, que ce soit de par ses personnages, de par les différents éléments qui sont connexes à l'époque, etc. C'est vraiment les types de représentation. Comment est-ce qu'on a représenté du catch, par exemple, à la télévision dans les années 60. Quel type de figure visuelle emblématique, par exemple, ou un auteur qu'on a déjà cité qui fait partie, on va dire, prenante et importante du travail de Nathan, quand on vous avait parlé il y a quelques numéros, au tout début d'ailleurs du Catch à Casse de Roland Barthes avec ses mythologies qui justement dressent une iconographie du catch, qu'est-ce que c'est effectivement, et comment est-ce que justement c'est représenté. La justice du catch est une justice du paiement. On entend très souvent le public crier fais-le payer, n'est-ce pas ? Oui. Il s'agit de faire payer le salaud. Je crois que tu n'avais pas terminé, Félix. Avec le monde où l'on catch. Donc oui, donc l'iconographie, donc c'est plutôt vraiment le côté visuel, c'est ça. C'est quelles images pourraient véhiculer le catch, en gros, c'est ça. Et est-ce que tu as déjà des éléments de réponse ? Tu disais que c'était flou encore aujourd'hui, mais est-ce que tu as déjà des... Oui, bien sûr. À cet égard, j'ai donc le fond audiovisuel de l'INA que j'ai pu explorer, j'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Au cours d'un stage que j'ai réalisé cette année, et où je peux un petit peu maintenant avoir des éléments d'évolution, etc., du produit français, par exemple. D'accord. Pour en revenir après à Roland Barthes, alors oui, ce sera un élément qui sera très important dans mon étude, même si c'est une sociologie, courte mais intense sociologie du monde où l'on catch. Or, je suis amené à faire une histoire du catch. Et ça, je crois en tout cas, si je ne m'abuse, que ça n'a jamais été fait. En France, tout du moins. Oui, en France, je crois que c'est quasi certain de ce que j'avais un petit peu regardé de mon côté, des formations de recherche oblige, ouais, il me semble. Au Royaume-Uni, c'est pas impossible qu'il y ait eu des approches, parce qu'ils sont assez au taquet là-dessus. Je pense au Royaume-Uni et les États-Unis, ça reste deux places assez forte avec des approches socio-anthropologiques et autres, mais c'est vrai que la France, on est bien à la traîne, même si j'entends de plus en plus de noms et je vois de plus en plus de comptes Twitter de chercheurs plus ou moins jeunes comme toi qui se lancent dans l'aventure. Ok. En France, c'est vrai qu'à part Roland Barthes qui est cité à tort et à travers et à juste titre, le seul auquel je pense, tu me dis si tu penses à quelqu'un d'autre, hein, Nathan, mais le seul auquel je pense c'est Christophe Lamoureux, et c'était plutôt de la sociologie du sport, vraiment pure et dure. Voilà, et il n'y avait pas d'approche historique. Comment toi tu l'envisages du coup, étudier le catch, voilà, l'art du catch d'un point de vue historique, surtout quand effectivement il n'y a pas d'études préalables en France là-dessus. Comment tu l'envisages ? Alors, effectivement, c'est une bonne question, parce que le terrain est plus ou moins libre, entre guillemets, et comme on l'a dit, Roland Barthes, c'est une sociologie. Christophe Lamoureux, c'est une enquête sociologique et ethnographique, mais ça reste une sociologie. La question, en fait, ce mémoire, ça ne va pas être faire l'histoire du catch, mais ça va plutôt être est-il possible de faire l'histoire du catch ? Et ce mémoire en sera, si vous voulez, un petit peu le projet, un essai, si vous voulez. D'accord. Un essai d'histoire du catch. Sachant plusieurs petits éléments de précision pour celles et ceux qui sont curieux et curieuses, et on vous aime, c'est pour ça que vous êtes notre public au Catch à Casse, mais qui sont pas forcément très versés dans la recherche universitaire. Il y a plusieurs réalités. La première, par rapport à ce que vient de dire Nathan, un peu en filigrane, et la question de Félix, c'est que les chercheurs en général sont, mine de rien, très seuls. Surtout, comme nous le rappelait Nathan, dans une discipline où on va se retrouver avec un pan de recherche qui n'est pas très développé dans le pays duquel
Si bien. jamais notre Voilà. ami Félin Voilà, ne sachant s'en que je mêlait joue pas les avec- pinceaux je dans joue les avec films. une 4e corde avec effectivement ma petite chatoune qui est en train de faire tel un Kyle O'Reilly des retours dans la corde pour nous mettre des lariates Du Zack Sabre Jr. podcastiques. presque. Au-delà de cette anecdote-là, bon, il y a ça et il y a d'autre part effectivement quelles sont les limites d'une recherche. Ça peut toujours paraître très bizarre quand on n'est pas dans le champ de la recherche, mais de se dire, et comme vient de le dire Nathan, non pas simplement par humilité, mais est-ce qu'il est possible dans certaines disciplines d'établir en fait une recherche aboutie, là en l'occurrence une histoire du catch, et des fois la réponse peut être non, mais ça ne veut pas dire que forcément qu'une recherche est insatisfaisante, c'est simplement qu'on arrive aux limites de ce qu'on peut proposer dans notre objet de recherche. Donc c'est surtout des petites précisions comme ça qui sont assez évidentes, je pense, pour des gens qui ont côtoyé un peu la recherche ou qui ont des amis chercheurs, mais qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette idée-là. Par exemple, j'ai oublié de citer tout à l'heure, il y a l'ouvrage de Frédéric Loyer, qui s'intitule donc Histoire de la lutte et du catch en France, qui est donc sorti en 2009 des presses universitaires. Et malheureusement, pour moi en tout cas, qui ne propose que une quinzaine de pages sur l'histoire du catch. L'essentiel de son ouvrage se concentre sur l'histoire de la lutte. Alors, c'est deux disciplines qui sont certes reliées par un certain nombre d'éléments, mais toutefois, quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça regrettable et dommage. Et donc, j'ai pu contacter Frédéric Loyer, et il se trouve que lui, il est plus spécialisé dans la lutte. Étant plus spécialisé dans le catch, vu que c'est ce qui me botte et qui me passionne depuis toujours, par exemple, je pourrais aussi quelque part reprendre certains éléments de sa recherche sur le catch et les développer pour en faire plus qu'une quinzaine de pages. C'est tout le malheur qu'on te souhaite. Et qu'est-ce qui fait d'après toi, et après on embrayera peut-être sur des questions plus, moins profondes dans la recherche, etc., dans la philosophie de la recherche presque, mais qu'est-ce qui fait d'après toi qu'en France en particulier, on ait du mal à traiter le catch comme un truc à part entière? Tu viens de citer un auteur qui a traité du catch en parallèle de la lutte, qui est vraiment un sport et qui n'a rien à voir avec ce qu'est le catch, qui est vraiment plus un spectacle sportif, qui est plutôt un art. De la scène et de la fiction. D'après toi, qu'est-ce qui fait c'est quoi? C'est plutôt les chercheurs en eux-mêmes qui ont une mauvaise compréhension de ce qu'est le catch dès le départ et qui, même dans leur recherche, n'arrivent pas à savoir comment le classer? Enfin, d'après toi, c'est quoi qui fait ça? Je dirais que effectivement, c'est plus facile de faire l'histoire de la lutte que de faire l'histoire du catch. Pourquoi? Parce que d'abord, je dirais qu'il y a infiniment plus de sources. Comme le sport le sport de la lutte est codifié, réglementé, institutionnalisé, ce qui n'est pas du tout le cas du catch, ça n'a pas été toujours. Et à une histoire millénaire. Et effectivement, tout à fait. Et à une histoire millénaire. Et le catch aussi, pour moi, c'est une histoire qui se focalise beaucoup sur le mensonge. C'est vrai. C'est-à-dire que tout est à la fois vrai et tout est à la fois faux. L'art du trucage. C'est-à-dire que là, j'ai récemment commencé à lire l'ouvrage de Phil Schneider, Way of the Blade. Si vous l'avez vu un petit peu passer sur les réseaux sociaux, il est paru en 2021, là, au mois de mai. Je l'ai commandé sur Amazon. Qui traite donc des 100 plus grands matchs sanglants de l'histoire du catch. Ouais. Et un en particulier nous vient de la télévision française, des archives donc, de l'INA, où il parle par exemple du docteur Adolf Kaiser, qui jouait le rôle donc d'un nazi, facile, mais qui n'était donc pas du tout allemand ni quoi que ce soit. Donc tout est à la fois vrai, et puis il y a ce côté légende aussi, les accomplissements, rien n'est vraiment prouvé et attesté. Tout n'est que supposition, et c'est des légendes un petit peu qui se... Tradition orale, qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui reste... Il y a une grande part de transmission orale, et après on va en jouer sans pour autant que ce soit vrai. Donc avec l'iconographie, donc le pouvoir de l'iconographie, les gens vont assimiler tout ça et se faire leur propre idée de la légende d'un tel ou tel personnage, sans se demander si c'est vrai
ou si c'est faux. On va faire un gros saut dans le passé d'ici quelques instants, hein, Oui. et je vais laisser Félix compléter encore d'ici deux rebonds, en quelques fait. instants, mais on voit que quand même, il y a une réalité qui est plutôt pas mal pour les chercheurs, qui a inversé la tendance. C'est, on parlait de Twitter, Ouais. on a maintenant effectivement des comptes qui font que on peut recueillir des éléments qui sont prévus par les programmes télévisés quand c'est diffusé, enfin télévisé ou en ligne. On a aussi des sites comme Wrestling GIF, dont on vous a souvent parlé, qui vont capter et vraiment analyser des pans narratifs et essayer de recontextualiser ce qui peut être une partie du cadre même une grande partie du cadre de la méthodologie d'un historien. Donc voilà, on a des éléments qui ont pas mal changé la donne par rapport à ce que vient de nous dire Nathan, mais c'est vrai que dès qu'on veut remonter, c'est très délicat effectivement de recouper, sachant qu'en plus les personnes emblématiques sont soit en train ou sont décédées. On a eu récemment très emblématique San Martino qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'aller recueillir de sources directes des informations là-dessus. Alors à ce propos, Oui. excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Alors à ce propos, justement, je ne l'ai pas encore transmis l'information à mes directeurs de recherche, mais j'ai réussi à contacter et à avoir un appel téléphonique avec la fille de l'ancien homme le plus fort du monde, Charles Rigoulot, qui a catché donc en France dans les années 30. Waouh. Et cette gentille dame, qui est donc sa fille, a accepté de me transmettre des documents, des photos et des archives. Génial. Stylé. Vous l'aurez entendu au Catchacast en premier lieu. À trouver quelqu'un. C'est Malgré super. effectivement que la plupart des gens de cette époque sont soit très très vieux, soit décédés. Ou désolidariser du monde du catch aussi, Ouais, quoi. oui. Et oui, désolidarisés, et oui, j'allais demander justement en parlant d'archives, mais là c'est des archives personnelles. Est-ce que il y a aussi ça, le manque du. Tu parlais du fait que le catch n'est pas un sport, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de titre vraiment avec enfin pas une longévité, mais un suivi, etc. Est-ce que le manque d'archivage vraiment technique, etc. fait que du coup la recherche sur le catch et l'histoire du catch est rendue plus difficile? Je m'explique. Par exemple aux États-Unis, ne serait-ce que par le catch à la télévision et tout ça, il y a les traces de la télévision comme on a avec l'INA, avec le catch français, mais ça se limite jusqu'au début des années 80, quelque chose comme ça, j'imagine. Aux États-Unis, il n'y a pas ça, mais en plus aux États-Unis, il y a des organisations hyper puissantes comme la WWE qui gardent énormément de traces de tout et de n'importe quoi d'ailleurs, mais au moins il y a des traces dans lesquelles on peut puiser, etc. Est-ce que en France, du fait que le catch n'a pas eu une telle importance et n'a pas eu une telle structuration, est-ce que ça impacte du coup la recherche? Alors oui, effectivement, le cas en France est absolument pas le même qu'outre-Atlantique ou même, je pense, qu'en Angleterre. C'est-à-dire que je pense, à mon niveau en tout cas, que si je veux maintenant aller trouver des archives de première main, je vais devoir aller contacter, et je l'ai fait, la Fédération française de catch professionnel, la FFCP, qui existe donc depuis le début du XXe siècle, qui a changé de main à plusieurs reprises, etc. Et je crois que je ne sais même pas aujourd'hui par qui elle est présidée. C'est toujours Marc Mercier. J'ai peur, j'en ai peur. J'en ai peur, ouais, moi aussi, un petit peu, parce que je les ai contactés. Pour ceux qui seraient, excuse-moi de t'interrompre, mais pour ceux qui sont un petit peu perdus par nos sourires un peu nerveux, Marc Mercier, même s'il a un passif très conséquent dans le catch, a, on va dire, des opinions politiques très tranchées et vers l'extrême droite du spectre. Voilà, pour dire les choses concrètement. C'est pour ça aussi que... J'aurais dit faites vos recherches. Aussi, voilà, faites vos recherches, mais prenez pas pour argent comptant, c'est la parole saine d'un chercheur, mais voilà, vous verrez, faites-vous une opinion. Il y a largement d'interviews disponibles. Voilà. Tout à fait. Et non, effectivement, j'ai toujours pas eu de réponse, enfin, je n'aurai pas de réponse, hein, c'est clair et net, de la FFCP. C'est dommage. Ce qui est bien dommage, parce qu'ils doivent avoir des archives. Mais bon, c'est pour ça que je me suis en partie tourné aussi vers l'INA, parce que ces archives-là sont pas détenues par une société privée, comme la FFCP par exemple, et qu'elles sont plus ou moins accessibles.
Bien sûr. Et dernier rebond promis, Mehdi, après Oui, on part sur autre chose. Mais du coup, j'avais une autre question par rapport à ça. Du fait, encore une fois, que le catch français a un peu pas disparu parce qu'il existe encore aujourd'hui, mais vraiment à la marge, on va dire, de ce qu'il était dans les années 50, 60, 70. À l'époque, il y avait de la presse du catch, il y avait des magazines télévisés, enfin vraiment mainstream, on va dire, qui parlaient de catch. Est-ce que, et maintenant il n'y en a plus vraiment, même jusqu'à 2009, une dizaine de revues sur le oui, catch. mais même dans les années de NT1, etc., du catch américain sur NT1, les magazines de catch, ils parlaient essentiellement de catch américain, ils parlaient pas de catch français, par exemple. Est-ce que le manque de presse, d'informations, d'actualité comme ça, journalistique sur le catch, j'imagine que ça impacte aussi la recherche? Parce que je vois ça parce que dans les travaux des historiens américains du catch, ils se basent énormément sur que ce soit des newsletters comme celle de Dave Meltzer ou même des vieux magazines de catch comme Wrestling Illustrated et ce genre de choses, quoi. Ah mais Christophe Lamoureux dans sa grande parade du catch cite le WWF Magazine. Ah ouais. Ironie. et avec toutes les imprécisions qu'un rédacteur sans doute pas au fait du catch ou très peu à l'époque fait. Donc du Ric Flair avec CK, le personnage du Undertaker. Attention, vous allez saigner des oreilles. Exactement. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est sûr que comme tu l'as dit, en 2009, il existait encore une dizaine de magazines de catch dans les kiosques. Force est de constater qu'aujourd'hui, en 2021, il n'y en a plus aucun. Et ce qui va être aussi une part de mon travail, ça va être de prouver que le catch, c'est aussi une mode, qui vient et qui repart. Parce que le catch a toujours monté pour redescendre ensuite. J'hésite toujours, je me pose toujours la question et je vous la pose aussi à vous. Selon vous, le catch a-t-il disparu à un certain moment ou est-ce que c'est les médias qui s'y sont moins intéressés, mais derrière, le catch a toujours existé? En France, tu veux dire, ou en général? Oui, en France déjà. Déjà, je réponds, après je te laisse la parole, Mehdi, mais pour moi, c'est les deux, je pense, parce que malheureusement, et on le voit aussi en Angleterre, à la fin, de ce que j'en sais, t'en sais sans doute beaucoup plus que moi, Nathan, sur le sujet, surtout que t'as eu les mains dans le cambouis avec Lina, donc, mais il me semble que vers la fin des années 70, avec le début des années 80 et toutes les restructurations de la télévision française, la fin de tout ce qui était ORTF, etc., l'ouverture de plusieurs chaînes de télévision, il y a aussi tout un écrémage et vraiment un changement de la programmation de la télé en France. Et il y a des choses très tradies, très conservatrices, comme le catch français à l'époque, qui marchait énormément pourtant à la télévision, qui a été remis en question. Alors, est-ce que c'est parce que ça faisait moins d'audience ou parce qu'il y avait une élite aussi derrière des cadres de la télévision française qui disaient le catch, c'est bon, ça suffit, enfin voilà. Et donc progressivement le catch si j'ai bien suivi, a disparu progressivement des écrans de la télévision française. Donc forcément les médias s'en sont moins intéressés parce que ça pénétrait moins dans les foyers. De fait, parce que bon, il n'y avait pas Twitter et compagnie et des networks sur Internet pour suivre en parallèle. Et en même temps, je pense qu'il y a le catch aussi qui fait que à ce moment-là, le catch français devait sans doute se reposer un peu trop sur ses lauriers. Je veux pas du tout insulter tout ce qui était promoteur et catcheur à l'époque. Voilà, ça roulait très bien comme ça roulait. Il n'y avait pas forcément le besoin de changer. Il n'y avait pas le même élan de community management qu'il y a aujourd'hui, voilà. De réseautage, que ce soit... on va pas lister toutes les fédérations francophones, oui, mais c'est sûr qu'on avait fait une émission sur les affiches dans le catch et le graphisme dans le catch. Il y a eu un bond entre le moment où ils se sont ressaisis là-dessus et aujourd'hui, c'est sûr. Donc ça fait partie de ce que dit Félix. Et donc du coup, il n'y avait pas de structure comme par exemple ils ont aux États-Unis,
comme la NWA, la National Wrestling Alliance, c'était quand même avant le boom de la WWF au début des années 80, c'était quand même une structure nationale qui pouvait assurer les arrières de plein de promoteurs. Alors, la télévision aux États-Unis ne fonctionne pas pareil qu'en France, mais il y avait quand même ce substrat de base qui permettait au catch de toujours subsister d'une manière ou d'une autre, qu'il n'y avait pas en France, si je ne m'abuse. Ouais. Donc je pense que ça a joué aussi. En tout cas, moi, pour répondre de manière un petit peu plus rapide et se lancer, vous avez vu tout le terrain qu'il a fallu poser pour déployer, mais c'est normal, c'est aussi pour ça que on est content d'avoir Nathan avec nous, c'est d'être dans un sujet un petit peu plus touffu, on va dire. Moi, je répondrai plus pour le cas de la France, même si j'y reviendrai à la toute fin de l'émission, parce que j'ai une question justement dans ce sens-là à te poser, Nathan, mais ce sera pour plus tard, teasing. On vous invite déjà d'une part à aller écouter l'émission qu'on a fait enregistré avec Sabrine sur le journalisme dans le catch, qui reflète des parties de ce qu'on a dit ici. C'est toujours disponible sur nos réseaux podcastiques et sur YouTube. Mais moi, pour répondre, je dirais plus que c'est un désintérêt français davantage qu'une disparition à proprement parler, enfin un désintérêt notamment médiatique. Enfin, moi, je le ressens vraiment beaucoup plus comme ça. Et d'ailleurs, entre guillemets, je suis un petit peu emblématique de ça, parce que moi-même, même en ayant été très fan gosse, j'ai vu qu'avec le déclin et le côté un peu yo-yo de la disparition en revue, des éléments économiques aussi, mais là on ferait presque une thèse de socio-économie là-dessus, mais le fait qu'il n'y avait plus de trucs Panini, il n'y avait plus de cartes à collectionner disponibles, donc ça rejoint un peu ton hypothèse de la dimension de mode, voilà. Bon, est-ce que c'est pas lié à ça? Donc moi, voilà. Et puis peut-être moins de catcheurs aussi, parce qu'on connaît tous les grands noms des années 60, enfin 50-60, qui étaient l'Ange Blanc, le Bourreau de Béthune, Chéri Bibi, j'en passe. Ça. Mais là, je serais incapable de vous citer un grand nom du catch français. Enfin, si, mais pas sur les doigts de la main. Des années 70-80, j'en vois beaucoup moins. Oui, 70-80, c'est très difficile. C'est certain. Il y a eu un problème de renouvellement, c'est sûr. Et sans doute, et aussi du fait que le catch qui est arrivé en France est donc issu en grande partie de l'American Way of Life, qui s'est déployé donc sur l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le catch qui venait des États-Unis a rencontré un grand succès, au même titre que tout ce qui venait à peu près des États-Unis, qui était une mode. Ouais, tout à fait. Alors c'est bien, je vais pouvoir faire une affirmation / question qui va faire un liant justement sur le cœur de notre émission. Donc on rappelle, étudier l'histoire du catch. Vous allez voir qu'on va quand même se focaliser sur le catch français dans un premier temps, et qu'on va faire ce pont avec les États-Unis. Mais moi je me suis toujours posé une question qui n'est pas valable d'ailleurs que dans le catch, et que je me pose beaucoup dans un domaine de recherche personnelle qui sont les jeux vidéo. C'est est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental en France dans la façon de raconter des histoires, au sens qui renvoie, tu parles d'iconographie justement, Nathan, on voit que ce qui marche aux États-Unis ou même au Japon, puisqu'on parle des États-Unis depuis tout à l'heure, c'est quand même des personnages forts qui vont renvoyer à une iconographie typique ou nationale. On sait qu'en France, il y a un gros souci avec la représentation des héros nationaux, on va vous épargner les écueils, les raccourcis faits par notre cher président, nos ancêtres les Gaulois, alors qu'en termes d'histoire, on est dans une inexactitude assez crasse, tous les parallèles possibles et imaginables. Et en France, si on veut troller, on peut dire qu'on va avoir peut-être un peu un culte du vaincu magnifique, un Napoléon, un Vercingétorix, etc. Mais il n'y a pas de figure emblématique, ou alors elles sont considérées dans l'histoire, notamment si on va du côté de l'émergence des cultures populaires, du roman feuilletonesque, plutôt comme kitsch, fantomette, même des Arsène Lupin, ou même les bases du roman feuilleton, les mystères de Paris, etc. Le Comte de Monte-Cristo, aujourd'hui c'est considéré comme tarte, alors que les États-Unis, après ils ont une particularité, c'est que les États-Unis, ils sont nés sur le storytelling d'une certaine manière. La base de leur pays, c'est un melting pot qui sera fait sur la... Le seul truc que je vois, moi, c'est la Révolution française, et ça me fait penser à un catcheur, je sais pas s'il officie encore aujourd'hui, mais qui s'appelle Jimmy Gavroche. Donc c'est totalement... Jimmy Gavroche. Voilà. Donc c'est totalement Les Misérables et tout, mais c'est vrai que ouais, c'est un bon point, j'y avais pas pensé. Voilà, donc ça peut être une partie pour te lancer, justement, Nathan, sur cette émergence d'histoire et ce liant entre histoire du catch, donc français, tout particulièrement dans un premier temps, puis domination hégémonique américaine depuis les années 80-90. Ouais.
Bah, carrément, avec plaisir. Et pour faire court, pour la question qu'on se posait tout à l'heure, je pense que si en France le catch n'a pas aussi su prendre le pas des années 80 et de tout ce qui a suivi en termes de progrès technologique et de renouvellement télégénique, etc., c'est parce que, et ça les Américains l'ont très bien compris, dans les années 80, on ne fait plus de la télévision, on fait des shows de télévision. De même qu'on ne fait plus du catch, on fait des shows de catch. Et en France, j'ai l'impression qu'on a eu du mal à se sortir de l'aspect cirque, entre guillemets, c'est-à-dire tourner de ville en ville, avec des spectacles un petit peu... voilà, on met quelques affiches et le soir c'est spectacle et on change de ville. Il n'y a pas vraiment de grands shows, entre guillemets, à l'américaine, et c'est ce qui a fonctionné dans les années 80. Ce qui est d'autant plus ironique, parce qu'en termes de distance, la France est autrement plus facilement possible à couvrir que les grandes distances américaines. Mais bon, après, c'est toute une question de mentalité. Et de même que pour, par exemple, le patriotisme, aux États-Unis et en France, l'idée qu'on se fait du patriotisme est très différente. Très clairement, oui. Aux États-Unis, ce n'est absolument pas mal vu d'être patriotique, et au contraire, c'est peut-être même l'une des principales valeurs qu'on retrouve un peu partout. Mais même sans le terme, pour préciser, et en tant qu'étudiant en histoire, tu me diras, c'est moi qui fais pas moi-même un abus de langage, mais au-delà même de lâcher le terme de patriotique, alors est-ce que ça revient au même ou pas, le terme de nationaliste est teinté d'une histoire plutôt péjorative en fait en France. Quand on se relève d'une dimension nationale, les gens vont beaucoup plus penser un nationalisme au sens faire valoir une hégémonie on va dire de français dominant, voire pour lâcher le terme de souche, plutôt que simplement nationalisme, parler de la France, sa culture, de son histoire, de ses éventuels représentants, ses iconographies comme on dit depuis tout à l'heure. Ouais. Alors oui et non, parce que malgré le fait que je sois un étudiant en histoire, je suis un très mauvais historien. C'est-à-dire que tout ce qui est histoire globale, celle qu'on nous apprend au lycée, collège, etc., j'adorais, mais c'est plus du tout mon truc aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est vachement la méthode de travail de recherche en histoire. Les par discours, contre, tout ce qui est définition, etc., connaître le nationalisme, etc., le nationalisme, d'accord. C'est plus du tout mon truc. Mais en tout cas, dans la définition qui fait que le nationalisme, alors je crois que c'est le côté doctrine, mouvement politique, avec tout ce qui est État-nation, etc., de ce côté-là, non, mais ça rejoint effectivement un petit peu cette exaltation du sentiment d'être attaché à la nation, oui, effectivement. Pour mon mémoire, je ne suis pas encore trop penché sur le cas des États-Unis. J'aimerais me procurer d'abord quelques ouvrages. Il y en a d'ailleurs un certain nombre. Oh, je peux t'en conseiller, t'inquiète pas. Mais je m'étais penché donc sur l'histoire de la NWA. Yes. Qui m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup travaillé sur cet article, qui est donc amateur évidemment, bien sûr. Et ça m'avait énormément intéressé. D'une part parce que cette structuration en fait du catch, le catch à la fin de la guerre, on dirait qu'il manque de structure, qu'il est morcelé, un petit peu éparpillé, et que la NWA, donc la National Wrestling Alliance, a en 1948 un petit peu posé un peu délimité les terrains, les territoires du coup, pour le coup. Et à cet égard, j'avais aussi pu, à mon compte aussi, réaliser une carte des territoires. Je m'étais inspiré de plusieurs cartes qui existent sur Internet, et j'ai cherché un petit peu leurs défauts. La mienne n'est pas du tout exempte de défauts, et il faut à tout prix que je prenne une fois le temps de la refaire, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de soucis. Et puis elle est évolutive aussi, parce que... Alors oui, elle est évolutive. Après, j'avais fait un tableau général de la situation des territoires, que j'avais mis sur Twitter, et j'avais eu un avis de Dave Meltzer. Super. Ça avait fait plaisir, qui m'avait dit que il m'avait ajouté quelques précisions. En gros, mais il m'avait dit globalement c'est correct. Achievement unlocked, comme on dit. Ça fait plaisir. J'avoue que ça fait plaisir. Mais c'est vrai que l'histoire de la NWA, c'est fascinant, mais après, ça implique tellement de choses.
c'est à la fois déjà, j'ai envie de dire, la maîtrise, la création de la NWA, c'est la maîtrise des promoteurs américains de ce qu'ils avaient essayé pendant les années 30 et avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait eu des alliances de promoteurs diverses et variées, concurrence entre des champions du monde différents, un coup on les unifie pour faire le business, un coup on n'est pas d'accord, on change, etc. Et la NWA c'était en mode vraiment, non, on va structurer, on va être sérieux, on va partager le profit, et puis en plus, la NWA et ce qu'il y avait, et ses prédécesseurs, enfin ses prototypes, c'est aussi une réaction à une réalité qui est vraiment inhérente au territoire américain, c'est que c'est déjà immense et que en termes de télévision, qui était le principal médium du catch à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, il y avait le système des syndications, c'est-à-dire que si on était en Californie, mais si on était à New York, on n'avait pas les mêmes chaînes de télévision et on recevait pas du tout les mêmes produits, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, tout est nationalisé, etc. Donc le catch pouvait être partagé d'une manière géographique, on pouvait se partager des territoires, et parce qu'on ne se marchait pas dessus. On vous invite d'ailleurs, sans forcément que ça soit exhaustif par rapport à ce qu'on vous dit là, qui sont vraiment des recherches relativement poussées, à regarder ou à revoir la série Glow, qui finalement, entre les lignes, démarque pas mal en fait ces histoires de diffusion, d'espace effectivement, de ce que tu disais tout à l'heure Nathan, d'aller à tel endroit qui par exemple, si on fait de la culture des espaces aussi au travers de l'histoire, aux États-Unis, c'est pas simplement de dire un mot, oui, les États-Unis c'est le pays de l'entertainment, c'est des espaces qui sont dédiés. Je vais donner un exemple tout bête, c'est-à-dire que nous, on l'a vu que dans une iconographie qui nous a fait nous dire « Ouah, c'est bien si c'était systématisé chez nous », mais les drive-in, par exemple, c'est regarder un film de sa bagnole sur une place où on peut se rassembler sur un parking. En France, c'est un embrouillamini de trucs de loi de « Oui, mais vous êtes rassemblés d'autant, est-ce que c'est pas une manifestation? Est-ce que vous avez le droit d'être là? Est-ce que c'est un business? Mais quel type de business ?» Enfin, voilà, c'est bête, mais rien que ça rend les choses, au-delà du fait de créer par exemple une SARL et compagnie, coucou l'administration française, vous comprenez qu'il y a une dimension qui est pas spécialement facilitante. C'est pas simplement se dire oui, les États-Unis c'est mieux, voilà. Oui, et donc de ce que tu as pu étudier sur la NWA, est-ce qu'il y a des trouvailles, des découvertes qui t'ont un peu... Parce que souvent on se fait une idée de ce qu'était la NWA à l'époque par le prisme de la WWE, parce que les héritiers de la NWA qui étaient Jim Crockett Promotions et puis la WCW, c'était un peu les ennemis de la WWE que la WWE a phagocyté au fil des années, et donc du coup c'est la WWE qui raconte la propre histoire de ses ennemis. Il y a ce mécanisme-là en histoire, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ce genre de choses. Est-ce que toi, en l'étudiant un petit peu de plus près, même en amateur, est-ce que tu as trouvé des choses qui ont remis en question ce genre de vision? Ah oui, bien sûr. Et comme tu l'as sous-entendu, l'histoire qui est écrite donc de la WWE, par la WWE, pardon, de la NWA, est biaisée, puisqu'on le sait, évidemment, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Ça, c'est... Voilà. Mais à cet égard, je vous passerai le lien pour que vous puissiez le mettre dans votre petit billet. Yes. J'avais découvert la chaîne YouTube des archives du film de la ville de Chicago, qui a donc dédié une chaîne spéciale au catch de Chicago, donc Wrestling from Chicago, et qui comporte beaucoup de matchs de la NWA, donc qui se déroulaient soit maintenant j'ai plus les noms, au Wrigley Field, si je me trompe pas. D'accord. Wrigley Field. Là, je peux pas t'aider. Désolé. On va dire que c'est ça. Ou dans d'autres salles, c'est à Chicago, bien vu. Et donc, j'avais découvert là-bas Lou 16, le Sheik of Araby, donc The Original Sheik. Yes. Édouard Carpentier, Verne Gagne, et bien d'autres noms. Et ça, effectivement, c'est des petites pépites qui sont pas très connues. Hein. Là, je me balade un petit peu sur leur chaîne encore il y a 2-3 jours. Il y a des pépites, par exemple, Dick the Brother ou autres, qui sont seulement à 4000 vues. Donc, c'est un petit peu la chaîne pépite. Et sinon, à part ça, j'aimerais vraiment mettre la main sur des ouvrages américains qui traitent du sujet. Je crois qu'il y en a un en particulier
Mais qui est... de Tim Hornbacher, si je ne me trompe pas, La mort des territoires, Death of Territories. Ouais, qui est génial. Pour l'avoir lu. Tu as un fournisseur, le rendez-vous est pris. Félix sera ton fournisseur officiel en termes de bibliographie. Mais blague à part, là tu soulignes un point avant qu'on enchaîne. Encore une fois, je fais un point explicatif recherche. Ça peut vous paraître bizarre, surtout quand on est sur des ouvrages niches, mais sachez que dans le domaine de la recherche, plus justement les ouvrages sont niches, plus les tirages sont faibles et plus lorsqu'ils ont disparu, ils sont très durs à trouver, et quand vous les trouvez, c'est des sommes astronomiques. On est sur des bouquins qui se vendaient peut-être entre 20 à 30, 50 euros, mettons, pour les volumineux ou les manuels, qui se vendent à 100, 200 et quelques en plus, euros. Dans un domaine de niche, comme tu le dis, comme le catch, bien souvent les ouvrages, même s'ils sont super documentés, c'est très rare que ce soit, même aux États-Unis, des chercheurs ou des historiens ou des sociologues qui les signent. Par exemple, le bouquin que tu as cité, Nathan, Death of Territories, c'est un historien plutôt amateur. Enfin, il consacre vraiment son temps à chercher des trucs. C'est un peu c'est pas un historien, c'est un passionné d'histoire. Mais qui est vraiment tellement... comme Laurent Deutsch, qui a tellement la méthode de l'historien que voilà, ça en devient un historien, entre guillemets, presque, de fait, quoi. C'est un peu comme un Jim Cornette sans le côté le vieux papy qui crie au nuage. Je vais être le Jim Cornette parce que je pense qu'il faut faire gaffe à l'appellation historien. Oui, je suis d'accord. Là-dessus est un peu c'est pour ça que je préférais préciser, quoi. Ouais. Après, Jim Cornette a quand même, pour la petite parenthèse, Jim Cornette a quand même un sacré... il est collectionneur, mais ça fait un petit peu de lui, effectivement, un historien amateur, vu qu'il a une impressionnante collection d'archives et de documents qu'il a étudiés, etc. Mais c'est vrai que le personnage porte un petit peu... le personnage est axé sur la provoque, etc. Donc, beaucoup de drama, hein, vous l'aurez deviné entre les lignes de ce qu'on dit tout à l'heure. Et puis aussi des fois des rapports à la culture différents. Nathan, vous soulignez des cas auxquels on pense pas forcément, de gens qui carrément, comme Félix aussi le disait, sont plus dans le game et ne veulent plus forcément en témoigner. Voilà, là aussi je fais un parallèle avec un domaine perso de recherche qui sont les jeux vidéo, où on va voir par exemple, quand on va aller interviewer des Japonais qui en général refusent, qu'ils comprennent pas. Ils refusent pas parce que ça les intéresse pas, ils refusent parce que c'est pas dans leur culture. Une fois qu'un jeu est terminé, il est terminé, et il n'y a pas de musée, il n'y a pas de recueil de trucs. Bon, là il y a des petits signes comme quoi apparemment Nintendo voudrait fonder son musée. Après, sur quelle base, à voir, mais on sait jamais. C'est comme le WWE Network après, quoi. Nintendo va montrer que ce que Nintendo veut en 2021. Oui, quoi. Ça pourquoi pas, mais si ça peut être un petit pas qui permet des choses, c'est déjà pas mal. Je voulais te demander, Nathan, est-ce que dans tout ce que tu as étudié via l'INA ou même aux États-Unis, je pense un peu moins, mais on va rester en France, est-ce que tu as des traces de catcheuses ou d'organisatrices booking, en fait, parce que c'est vrai que c'est une petite question en mode un peu petite curiosité. Est-ce qu'il y a trace, hein, parce qu'en général les affiches, les quelques éléments que tu nous as donnés, c'est encore et majoritairement des hommes, en fait. Est-ce que toi, dans tes recherches, tu as trouvé des traces de femmes ou pas du tout? Alors oui, du catch féminin à l'INA, j'en ai vu. J'ai vu du catch féminin, alors je ne sais plus maintenant, attends, je crois que c'était en Hongrie, si je ne m'abuse. D'accord. J'ai vu aussi du catch féminin, j'en avais vu à New York, avec, voilà, je retrouve mes notes, Billy, la panthère noire du Texas, et Maggie, la terreur de Manhattan. Nice. Donc là, on est en 1947. C'est un document qui passait à l'époque dans le journal Les Actualités Françaises. Donc, c'était un journal qui passait en fait avant la projection du film au cinéma. Oui. Voilà. Et donc, on avait parfois un petit montage de quelques séquences de catch pour divertir les spectateurs avant le film. Et en France? Oui. En France? Pas de traces en France, de catcheuses ou d'organisatrices? Je suis tombé en France sur ce qu'on appelle le roller catch. Je ne sais pas si vous connaissez C'est un dérivé du roller derby? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me demander. Est-ce que c'est un dérivé du roller derby? C'est quelque chose d'assez cocasse. En fait, c'est un sport qui est assez spectaculaire, qui combine en fait catch et patinage de vitesse. C'est-à-dire qu'on est dans des... Génial, la DDT n'a rien inventé. Là, c'était au Veldiv, et donc on a la piste Vélodrome, si je crois qu'on appelle ça comme ça.
Oui, sans doute. Oui. Et où tous les coups sont permis. Donc ça donne lieu à des séquences super violentes parce qu'il y a déjà l'impact des coups plus la vitesse. Et alors moi j'avais vu un documentaire, c'est peut-être Lina qui l'avait ressorti sur YouTube, il y a quelques années, où il y avait notamment Roger Delaporte qui parlait, qui avait été tourné, un documentaire qui avait été tourné dans les années 80, donc vraiment le début, on va dire, de l'âge sombre du catch français après son départ des écrans. Et il parlait d'un type de catch féminin qui faisait le main event des petits shows de l'époque, parce qu'il y avait plus grand monde qui assistait à des shows, enfin des galas plutôt. Et bon, c'était les années 80, hein, donc maintenant on est en 2021, ça ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui, mais c'était des tag team match féminins avec rien en haut. Seins nus. Ah ouais, topless, d'accord. Okay. Et c'était l'affiche, quoi. Et les gens venaient pour ça. Si les femmes pratiquent le catch depuis fort longtemps, elles ne se dénudent de la poitrine que depuis 2 ans. Interdits à Paris, ces matchs à 4 féminins à seins nus sont l'attraction des galas en banlieue et en province. On y va en famille, hommes et femmes, jeunes et vieux confondus. Oui, j'imagine dans la grande tradition des cabarets et des lidos, on a peut-être... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai pas... pour du... Ouais. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir... Année, tu dis ? Milieu des années 80. Je vous ressortirai la vidéo dans le billet de l'émission. C'est pas étonnant, parce qu'à grande écoute, alors pour les plus jeunes, hein, il y avait un spectacle, une émission de télé qui s'appelait le Colaro Show ou le Bébête Show, qui était des caricatures de politique, et à la fin, en fait, il y avait un striptease. Voilà, sortant Coming Out Nowhere, hein, c'était le RKO du show. Il y avait une nana qui arrivait, qui finissait seins nus. Alors elle était pas totalement nue, mais on était sur une diffusion à 20h, quoi. Et dans mon souvenir, dans le documentaire, ils expliquaient que déjà c'était pas télévisé, hein, c'était plus télévisé, et je pense que moi j'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de tels matchs qui seraient passés à la télévision quand le catch était télévisé en France. Mais ils expliquaient que ça avait pris de l'importance dans le circuit du catch français restant parce que c'était l'une des seules attractions qu'ils avaient trouvées. Roger Delaporte expliquait oui, on n'a pas de poids lourd. Bon, c'est un promoteur de catch, hein, donc bon, voilà. Comme disait Nathan au début, il y a un peu de mensonge, c'est la culture du mensonge, un peu dans le catch, c'est le kayfabe. Mais il disait on manque de poids lourd, etc. Donc forcément, il faut qu'on trouve de nouvelles idées. Et donc, ils avaient trouvé ça. Et ça m'a fait tilt quand j'ai lu un autre ouvrage de catch, donc en anglais. Là aussi, hein, c'est un besoin pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du catch. Va falloir lire l'anglais, quoi. Ça, c'est pas facile au début. Mais pareil, dans les années 20 ou 30, après la Première Guerre mondiale, pour rameuter du monde à nouveau, parce que le catch vraiment en tant que spectacle aux États-Unis, c'est vraiment avant la Première Guerre mondiale, avec des Frank Gotch, etc., qui rameutaient des foules immenses, etc. Mais après guerre, ils avaient essayé énormément de choses, notamment des matchs dans la boue, mais avec des hommes, hein, pas forcément avec des femmes, des matchs goudron et plumes, des matchs où tu mettais plein de poissons pourris sur le ring, et c'était marrant, quoi. Après un âge d'or, c'était l'amitié franco-portugaise, c'est le festival de la sardine. C'est bête. Non, mais ça existe vraiment, hein, je précise. Hein, le match de la morue. Mais c'est marrant qu'après un âge sombre, il y a les mêmes genres de réflexes des deux côtés et à deux périodes complètement différentes, quoi. Bah, comme quoi, on peut peut-être de nouveau t'orienter historiquement parlant avec, je crois que 2 questions qu'avait prévu Félix, qu'on peut peut-être fusionner. Oui, moi j'avais, on va fusionner, t'as raison. Moi j'avais une question, voilà, bon là c'est vraiment, t'es au tout début de ta pérégrination d'historien naissant dans l'étude de l'histoire du catch, mais je me disais, c'est une double question du coup, si tu devais à un moment, ou si tu pouvais plutôt écrire un livre sur le catch, tu t'intéresserais à quelle époque, quelle période, et puis quelle contrée, voilà, quelle période mériterait qu'on lui accorde plus d'attention d'après toi? Peut-être si c'est plus facile pour toi. Je pense pas être... comment dire, je dirais qu'en France, tout mérite qu'on y accorde de l'importance. Tout sur le catch mérite qu'on lui accorde de l'importance. Puisque trop peu, si ce n'est rien, n'est fait pour le catch. C'est-à-dire que moi, c'est toujours à mon plus grand regret, quand je vais par exemple dans des librairies ou quoi que ce soit, je trouve aucun ouvrage sur le catch, parmi ceux qui existent. C'est-à-dire que c'est comme on en parlait tout à l'heure, la plupart sont à des tirages très faibles,
et c'est une galère pour les retrouver. À cet égard, confession d'un catcheur de Strangler Joe, qui est absolument... on peut se le procurer, mais je crois en neuf il n'existe plus. Il est déjà usé, etc. Ah, c'est cool les bouquins usés de toute façon. C'est cool, c'est sûr, ça ajoute un truc. Mais quand même, ça veut tout dire. Donc là, ta réponse, c'est que c'est tellement lacunaire en termes de recherche en France qu'il faudrait, lancez-vous, quel que soit le domaine, quoi. Ouais, ok. Mais carrément. Et ce que moi je trouve hyper important, et en histoire, du fait de mon parcours universitaire d'autant plus, c'est de faire de la vulgarisation. Il faut que ça parle quand même à un maximum de gens. Il faut pas faire selon moi, il faut pas faire du Stéphane Bern ou du Laurent Deutsch, comme on en a parlé tout à l'heure. Merci. Mais il faut quand même que l'ouvrage ne soit pas scientifique et donc absolument horrible à lire. Il en faut, mais il faut aussi de la vulgarisation. Et il faut que certains chercheurs apprennent à écrire. Coucou. Tu parles à deux convertis là. Carrément, ouais. C'est-à-dire que effectivement, donc j'ai commencé à lire la grande parade du catch. C'est pas forcément hyper plaisant à lire. C'est très bien écrit, c'est d'accord, mais c'est pas forcément la lecture plaisir. Une grande parade du catch, c'est Christophe Lamoureux qu'on citait tout à l'heure. Voilà. Alors en parlant justement de... Oui, et j'ai l'impression... Attends, je termine juste là-dessus. Oui, n'hésite pas. Et j'ai l'impression que sur le catch, il vaut mieux, je dirais, jouer sur les émotions que sur le côté intellectuel de la chose. Et c'est donc pour ça... parce que c'est ça, en fait. Pour moi aussi, c'est une grande caractéristique du catch, c'est que il faut pas trop chercher à le comprendre de manière intellectuelle, il faut plus voir les émotions qu'il t'apporte. Expliquer le catch en soi, c'est déjà aller à l'encontre du travail que font les catcheurs, les promoteurs et les organisateurs qui jouent donc sur un petit peu le côté jeu de miroir et puis et le côté illusion. Et essayer de l'expliquer, c'est effectivement aller à l'encontre du travail qui est fait en amont. Donc je pense plus effectivement jouer sur le côté émotion, donc de la vulgarisation et qui permet un peu plus de prendre des libertés. Raconter aussi des histoires comme le font les catcheurs, quoi. Ouais. Exactement, ça peut être pas mal. Et là, tu es resté quand même sur ton cadre très carré, et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité. Mais là, tu viens de nous dire que justement, ça a tout son intérêt de pouvoir comme ça aller chercher la fibre émotionnelle, qui veut pas dire ne pas être rigoureux, mais pour compléter la question qu'a fusionné Félix, ce serait si tu devais te lâcher un petit peu en mode non pas fantasy booking, mais fantasy searching. Si tu écrivais un livre sur un pan d'histoire du catch, ce serait sur lequel? Pas forcément catch français, ça peut être voilà. comme tu parlais de la NWA par exemple. Voilà. Oui. Alors déjà, je tiens à saluer le travail qui est fait sur votre site, l'exception catchesque. Ah, merci. Le site de Félix, rendons à César. Oui, tout à fait. Qui m'a un petit peu parfois, je me suis un petit peu senti petit en lisant. C'est quand même... pour moi, c'était quand même... Il y avait certains articles que j'ai trouvé clairement impressionnants. Les uchronies, notamment, j'en avais vu une, si je m'abuse, sur la New Generation. Yes. C'est ça? Donc la période de la WWF, début des années 90, voilà. Voilà. Je me trompe pas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et effectivement, là j'avais trouvé le fantasy booking vachement cool et super intéressant, etc. Après, maintenant, si je décidais de choisir d'une période ou d'une thématique, en fait, c'est dur parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Et j'ai l'impression qu'on peut tellement pas trop se focaliser sur une seule chose et vraiment s'y garder. Souvent, on parlait de la NWA par exemple. Souvent, avec la WWE, c'est avant les années 80, il n'y avait rien. Le catch était tout petit, heureusement que Vince McMahon était là pour avoir une vision de grandeur, etc. Mais mine de rien, il y avait tellement de choses à découvrir avant les années 80. Moi, ça me rappelle un podcast d'un certain Tim Cale, Work of Wrestling, qui parlait d'un match, qui avait fait juste une analyse sur un match en particulier des années 70. C'était Dusty Rhodes contre Billy Graham au Madison Square Garden, et qui disait avec la corde.
Oui, voilà, et qui disait que voilà, il y avait énormément de choses à dire. Il y avait une évolution. Le catch n'était pas stagnant. Il y avait énormément de progrès, etc. Alors qu'on pense souvent que bah voilà, c'est un peu comme les styles de catch. On dit souvent tout vient de Tiger Mask début des années 80, mais en vrai, il y avait énormément de choses avant, quoi. Tu vas avoir des problèmes avec Jérôme. Je sais, mais bon. Un autre membre de l'équipe. On va commencer. Le mec, il est au volet. Ouais, allez, on arrive au bout. Alors je vais peut-être, je sais pas si tu. Vas-y, Mehdi, vas-y. J'ai 2 grosses questions. Savoir un petit peu comment, de ton côté, on parlait de la position de chercheur par rapport à ton objet qui étudie l'histoire du catch. De ton côté, à quel point tu es. On disait que c'était difficile, qu'on était assez peu entouré, surtout en France où il n'y a pas de gros groupes. À quel point tu étais au courant des rassemblements, on va dire, de chercheurs ou d'amicales, on va dire, du domaine du catch. Je pense notamment, peut-être que tu connais la PWSA, la Pro Wrestling Searching Association, non, pas du tout. Qui réalise des talks et des confs et des appels à communication, donc des colloques, même des symposiums. Ils ont le WrestlePosium, il y a le dernier en date qui a eu lieu cette année, et où on a des sujets pour que ça parle à ceux qui ne sont pas habitués au type de tournure de chercheurs universitaires, donc une recherche avec des parallèles entre Trump et les politiques présidentielles autour du catch, de Beard, Apen ou Oliven, ou encore théorie du gimmick en catch professionnel, voire analyse rhétorique du catch régional dans les promos des années 70-80. Waouh. Voilà, on est sur des trucs qui va dans le précis, qui va dans le dur. Est-ce que au-delà de cette association, tu connais où il y a un petit peu de lien entre les chercheurs, ou est-ce que c'est quand même assez isolé? Alors là, honnêtement, les circonstances et le contexte particulier dans lequel nous vivons fait que j'ai eu très peu de relations, si ce n'est aucune. D'accord. Et donc là-dessus, effectivement, je ne vais pas pouvoir vous raconter grand-chose. Ça permettra de laisser la place à une question peut-être supplémentaire à Félix. Moi, j'ai 2 questions. Encore une. Ah, moi, toi, moi. Ok. Prends un ticket. C'est mon tour maintenant. Moi, j'avais une question par rapport. Donc, on parlait du catch français et de l'INA, etc. Et moi, j'ai remarqué. Alors, est-ce que c'est parce que je commençais à en parler avec toi avant qu'on fasse cette émission, ou est-ce que c'est Twitter qui m'espionnait, ou alors est-ce que c'est vraiment une nouvelle tendance? You talk too much. Voilà. Il y a pas mal de comptes Twitter dans la commu catch qui partagent des gifs et des archives et aujourd'hui dans l'histoire du catch il s'est passé tel match, etc. Et il y en a pas mal qui se sont intéressés de plus en plus, comme tu l'as souligné avec le nouveau livre là, qui est sorti il y a quelques jours, sur le catch français. Et il y a notamment des comptes Twitter qui ont vraiment partagé des trucs de catch français, qui trouvaient ça révolutionnaire. D'après toi, c'est quoi qui attire l'œil avec le catch français? Est-ce qu'il y a vraiment un côté unique dans le catch français, ou c'est juste le côté trouvaille insolite? Alors, je pense que c'est le côté trouvaille. Déjà, le côté trouvaille insolite est vachement important, je dirais, dans la prise en compte de tout ça. Effectivement, c'est un petit peu le côté trésor, le côté trésor caché qu'on trouve enfin. Un peu, on retrouve un petit peu l'engouement qu'il y avait lorsque la WWE a trouvé le fameux Tom McGee Bret Hart. Oui. Ou comme toi, quand tu as découvert les archives de Chicago cinéma. Voilà, oui. Bon, ça, oui, c'est ça, à peu près. Et je dirais en fait que c'est lorsqu'on s'est rendu compte en regardant ces matchs qu'on pouvait avoir d'un côté de vrais combats encore presque moderne, en free fight, hein, presque encore sans vraiment que le match soit chorégraphié, presque finalement oui, du combat libre. Et d'un autre côté, d'autres combats où on retrouve des prouesses athlétiques qui n'auraient pas à rougir, par exemple, devant un match de la PWG ou des matchs de la Lucha Libre ou de l'indépendant des années 2000, alors qu'ils datent des années 50. Et je pense que c'est ça aussi qui a marqué, c'est de se dire, purée, ces Français, ils en avaient quand même sous le capot. Et ouais.
Tout ça pour dire ça. D'accord. Vas-y, ta question à toi. Vas-y. Allez, et après, moi, je poserai ensuite, ma dernière tu question. concluras. Donc moi, j'avais une question. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission et je voulais remettre une couche dessus en donnant des termes un petit peu plus précis, un peu plus pointus. Est-ce que justement cette difficulté de diffusion, pour rester encore un peu chauvin en France, elle n'est pas liée aussi à une transformation d'un point de vue historique? Bon, on serait un peu à cheval entre l'histoire et la socio, d'une certaine manière, de rapport et de culture des élites. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu expliques dans quelques écrits, notamment que tu nous as mis un petit peu à disposition, c'est que finalement, il y a eu ce grand glissement de la chute de l'âge d'or en France du catch, rappelons-le, hein, qui remplissait des salles style des Zénith et compagnie. Je veux dire, le Bercy d'aujourd'hui, sold out, enfin, sans plus de tickets à vendre pour la WWE, c'était déjà à l'époque, hein, dans les années 80, et encore. Oui. Ou à Salvagram. Voilà, Salvagram. Etc. On refusait des gens, on refusait l'entrée. On refusait des gens, et là, on nous a pas tout dit, parce que si on voulait vraiment remonter l'histoire, hein, la partie émergée de l'iceberg, c'est les années 20, mais on peut même remonter au début du 20e. L'Élysée Montmartre, qui sacrifia à la danse, au théâtre, au patin à roulettes et à la boxe, est devenu le temple du vrai catch. Je ferme la parenthèse. Donc ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un glissement dans le rapport et dans la culture des élites, ce qu'on appelle le phénomène de haute et de basse culture, du fait qu'on légitime plutôt un type de culture et de format qu'un autre. Et c'est intéressant parce que je vais pouvoir rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, dans le sens où il est nécessaire d'avoir une certaine dimension de vulgarisation, notamment par le biais soit de la narration, du storytelling, soit du vecteur d'émotion. Donc voilà, déjà, on va simplifier la question. Est-ce que tu as observé justement ce rapport un petit peu snobinard, un peu, on va dire, qui existait déjà à l'époque dans ce lien entre lutte gréco-romaine et catch, puis carrément le glissement consommé dans les années 80-90 où le catch n'intéresse plus, même plus comme curiosité, quoi. Oui, carrément. Là, dans beaucoup de ce que j'ai regardé, notamment à l'INA, le catch c'est vu comme un sport qui est un dérivé du cirque. C'est-à-dire que un sport bâtard, hein, même pas un sport du tout en fait, hein, une pratique bâtarde, je dirais. Une phrase qui m'avait fait beaucoup rire d'un présentateur donc de l'époque, c'était on avait, je crois, c'était Zapata, je crois, en personne, Monsieur Zapata qui était au premier rang, et l'annonceur disait donc voilà, donc Zapata, grand circassien, on précise. Comment ? Grand circassien, on précise. Oui, tout à fait. Et qui disait donc Zapata vient chercher des idées. Entre clowns, on se comprend. Bon. Ah ouais, putain. Oh, le scud. Donc, waouh. Effectivement. Okay. Oui, effectivement, il y a toujours ce côté snobinard. Le catch a toujours été pris de haut. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça en dit long. Ça en dit long parce qu'en fait, la culture circassienne et clownesque. Qui est parce que moi ça me fait toujours penser à ce fameux adage, certains vont considérer le catch comme un sport, d'autres comme un spectacle, d'autres comme un sport-spectacle et d'autres comme un art. Donc toi quelque part, enfin si j'ai bien compris ton positionnement, ce serait un truc de l'entre-deux parce que l'art peut-être serait justement trop pompeux et empêcherait une certaine transmission du catch et notamment de son histoire. Donc voilà, c'est un petit peu ce constat-là. Depuis plusieurs années, c'est surtout aux États-Unis parce que bon, le catch c'est surtout aux États-Unis, hein, voilà. Mais depuis plusieurs années, il y a tout ce mouvement de wrestling is art, le catch c'est de l'art, pour vraiment essayer d'élever le catch au rang, comme tu disais, basse culture, haute culture. Il y a vraiment un côté élévation. Non, arrêtez de prendre le catch pour juste un cirque, mais au sens péjoratif du terme, malheureusement. Mais essayer d'élever l'art, d'élever le catch au rang d'art à plusieurs égards, que ce soit de la chorégraphie, que ce soit de la narration, etc. Je vais encore faire un parallèle avec un objet de recherche personnelle, qui est le jeu vidéo, dont j'en parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que le jeu vidéo a passé aussi, et passe encore ce problème-là, c'est une culture de légitimation. Et le fantasme des gens, c'est que pour que le jeu vidéo soit reconnu, il faut qu'on lui mette le tampon art et qu'il soit dans les musées. Sauf que c'est ridicule, hein. On a déjà vu des expositions vidéoludiques qui sont des ratages complets, parce qu'ils passent complètement à côté de ce qui pourrait souligner
soit sur l'axe historique, soit sur l'axe des pratiques, soit sur l'axe des objets en tant qu'objet technique, etc. Et le catch, j'ai l'impression qu'on en est un peu au même point et qu'il y a encore aujourd'hui, alors que son histoire est très vieille, une difficulté, comme tu disais très bien Félix, à faire la part des choses et se dire c'est un domaine, c'est une discipline qui rassemble une capacité d'acteur, d'acting, de sportif, de chorégraphie, j'en passe, hein, parce qu'on pourrait faire une liste de beaucoup de choses. Et il y a, même pas dans la légitimation, il y a une difficulté à accepter ça. Et de toujours ramener, moi je me demande pourquoi il y a encore ce blocage-là. Est-ce qu'il n'y a pas, même dans la recherche, où normalement on penserait à des intellectuels qui seraient capables de sortir des carcans, etc. Est-ce qu'il n'y a pas toujours ce besoin de mettre... Moi, en plus, je viens d'un background de biologie, donc c'est totalement ça, de mon côté, mais il n'y a pas un besoin de mettre les choses dans des cases, bien sûr, pour pouvoir les étudier, parce qu'on a l'impression qu'elles peuvent s'en aller du microscope. Bien sûr, mais je me pose quand même la question... Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas et pourquoi est-ce que c'est toujours ramené à une espèce de snobisme ou de mépris? On pourrait même englober dans l'eau la façon dont se polarisent les cultures de fans, hein, les Marx, les Smarx, etc. Enfin voilà, ce serait une autre émission. Oui, là, je te laisse ton ticket. Peut-être que Nathan pourra revenir pour cette émission. Mais moi, de toute façon, j'allais dire, je pense, enfin j'espère en tout cas. Voilà. Je te laisse, tu as le ticket pour la dernière question. Yes. Sauf si tu as une réaction, évidemment, Nathan, à tout ce qu'on vient de dire. Là, sinon ça me permettra de conclure avec la dernière question. Non, mais je pense, on a bien disserté sur ça, et je pense, pour faire court, que le catch, enfin, comment dire, il y a une connotation qui est assez forte avec le sport ouvrier. Oui. Et effectivement, je pense que le catch est bien moins sous-évalué, disons en province ou dans les campagnes, ou lorsqu'il y a des représentations un petit peu, voilà, que dans les grandes villes où là on a un public un peu plus, comme dit, élitiste, qui va le prendre de haut, parce qu'il le prend pour un sport populaire, donc un sport de, disons-le, de pauvres, hein, de prolétaires, etc., de prolos, enfin tout ce que vous voulez. Et ça va empêcher, en fait, c'est toute une question de perception et de mentalité qui sont conditionnées comme ça depuis très longtemps, etc. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, je l'ai constaté avec un truc tout bête, avec un catcheur que j'ai découvert tardivement, j'exagère, avec quelques petites années de délai, qui est Cara Noir. Et j'ai remarqué que, alors pour préciser, c'est un type qui a une entrée très mix entre Fantôme de l'Opéra et il rentre effectivement sur le lac des Cygnes. Et j'ai remarqué que les gens à qui je montrais, qui vont avoir, allez, on va dire une attitude un peu smart et compagnie, vont me dire ça c'est génial, tu vois, cette réaction comme ça de oui, ça c'est bien, ça c'est de l'art, voilà, ça c'est un ballet, ça c'est de l'art, ça c'est digne d'intérêt, en tout cas au minimum. Alors que effectivement, si tu arrives sur d'autres catcheurs qui vont avoir 15 000 refs rien que dans leur entrée, ça va leur passer effectivement à côté, et il y en a une qui va être plus légitimée qu'une autre. Pourquoi, on ne sait pas, mais c'est pas grave. Oui, et puis Cara Noir, c'est pas Balls Mahoney, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'est certain. Mais même, je pense que si on fait un parallèle, tu vois, tu présentes l'entrée de Walter. Walter, c'est quand même la symphonie du nouveau monde de Dvorak. Les gens, ils vont se dire, ouais, mais le mec, je sais pas, il a juste un look de guerrier, une petite tenue. Et après, c'est un peu comme... Moi, je finis là-dessus et je pose ma dernière question, et puis après, on laissera la parole à Nathan, s'il veut nous parler d'autre chose. Non, mais je suis très bien avec vous. Hein, mais moi, ça me fait penser au cinéma, moi, après. Moi, c'est mon connaissance. En plus, on parlait de cinéma au départ, mais donc la boucle est bouclée, mais c'est comme, voilà... c'est quoi du cinéma? Pour moi, je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. Pour moi, c'est Wes Anderson, c'est voilà, c'est tout ça. Oui, mais voilà, exactement. Et tout ce qui est film d'horreur, à la Balls Mahoney, un petit peu. Ah non, mais ça, c'est pas du cinéma, ça, c'est voilà. Oui, c'est vrai, tout à fait. D'un côté, il y a le festival, le festival de Cannes, et de l'autre côté, il y a Gérard Armé, quoi. Et pour plein de gens qui se disent cinéphiles, pour eux, ce qui est montré à Gérard Armé, c'est pas du tout du cinéma pour eux, quoi. Pour eux, c'est Gérard. Pourtant, c'est le même art, entre guillemets, c'est dans la même case, quoi.
Ta dernière question. Ma dernière question. Comme Willy Wonka. Je vais poser la question qui fâche, mais j'avais même pas noté, tu vois. Elle m'est venue comme ça. Moi, je me suis toujours... On parlait de cycle, de mode, etc. C'est la question CM Peut-être pas. Mais moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que, encore aujourd'hui, alors qu'il fait des progrès, est-ce que le catch français a vraiment un retard, selon toi, Nathan? Le catch français, après le catch français d'aujourd'hui, moi je le connais pas. Ça c'est déjà premièrement. Mais je sais à peu près lorsqu'il y a des représentations les plus grandes entre guillemets. Est-ce qu'il a du retard? C'est sûr qu'à un moment ou un autre il en a pris. Ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que le catch français était supposé persister comme le catch américain? Ça c'est encore une autre question. Oui. Très juste. Mais effectivement, force est de constater que en Europe, en Italie, ils ont su faire du catch très bien. Je crois qu'il y avait une promotion qui s'appelait la Noix, je crois. La New, c'est pas ça? C'est pas la New? Ouais. Si, je crois que c'était qui était en Italie et en Espagne, qui avait même fait appel à l'Ultimate Warrior. Exactement, tout à fait. Parce que la Noah, c'est au Japon. Je crois qu'il a fait son dernier match là-bas, même, si je ne m'abuse. Oui, oui. Voilà. En Allemagne, ils savent très bien comment faire du catch, VXV, ça, ils maîtrisent très bien. Et en Angleterre, de même, il n'y a que la France, qui est donc entourée de tous ces pays-là, qui galèrent, encore une fois. Mais est-ce que ce serait pas aussi question de tous ces promoteurs qu'il y a eu entre les Marc Mercier, là, j'ai pas tous les noms. Les boosters, Pierre Fontaine. Alors là, attends, j'ai plus le nom. Comment il s'appelle Promoteur de quel? Gordon. Ouais, t'es la Wrestling Stars. Un truc comme ça. Qui se bouffaient un petit peu tous, qui se tiraient un petit peu tous dans les pattes. Est-ce que ça n'a pas empêché le catch français de s'élever? Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu ce genre de problème. Il y a quelques années, ils avaient réussi à s'organiser un petit peu autour d'un titre mondial, entre guillemets, commun. Et ça a duré, 6 mois. Voilà. Malheureusement. Trop de drama. Ces petites guéguerres et ces guerres d'ego n'ont pas... finalement nuit au catch plus qu'à autre chose, qu'à leurs égos et qu'à leurs petites prises de tête, prises de bec, etc. Ça sans doute, mais quand on regarde par exemple chez nos voisins anglais, il y avait plein de promoteurs différents et pourtant ils ont réussi à tous se forger quelque chose. Bon là ils sont un peu dans la merde entre guillemets entre le Covid et Speaking Out, voilà. Mais Progress avait son terrain, la Rev Pro avait son terrain. Disons et tout le monde grandissait. Parce qu'on a vu qu'on en avait aussi en France des trucs plus que tristes à apprendre en termes de comportement, mais ils s'en sont sortis et continuent de s'en sortir. Et eux, j'ai l'impression, ont plus rattrapé leur retard sur la modernité. Mais après, moi, j'ai peur que ce soit pas un rattrapage très objectif, dans le sens où c'est quand même très imprégné du catch américain et de ce à quoi il ressemble le catch américain aujourd'hui. Je veux dire, avant on pouvait, le catch anglais dans les années 60-70 comme en France était très présent à la télévision et il avait une patte unique avec des règles très particulières. Aujourd'hui, c'est du catch américain à l'anglaise entre guillemets. Moi j'ai une hypothèse qui rebondira sur ce que nous a dit Nathan avant de lui laisser le dernier mot. C'est ce qu'il soulignait tout à l'heure sur le rapport à la culture d'ouvriers et de prolétaires. Quand tu regardes l'Allemagne et l'Angleterre, j'en connais pas l'histoire sur le bout des doigts, mais suffisamment, c'est quand même des pays qui sont, je dis pas qu'en France il y en a pas, mais il y a quand même un rapport encore très très fort à la culture. Tu regardes dans le cinéma, tu regardes dans le théâtre, tu regardes simplement dans la vie de tous les jours, tu discutes avec des Allemands, il y a ce rapport au travail, il y a des discussions dessus. Tout le monde, personne n'a, comme dirait l'autre, excusez-moi l'expression, n'a le cul propre, mais c'est dans les mœurs, on en parle. En France, c'est quand même toujours très très méprisant, c'est toujours très méprisé, c'est très la culture paysanne, ça reste un truc de bouseux, ce qui fait, je vous fais encore un parallèle avec ce que je connais en plus du catch jeux vidéo, que des jeux comme Farming Simulator, qui pour nous sont des jeux qui vont être souvent très méprisés en France, ont cartonné dans des pays de l'Est et en Allemagne, parce que là il y a une valorisation de ce genre de travaux et de métiers-là. Donc voilà, est-ce que c'est pas une piste de ce côté-là, au-delà des dramas? Est-ce qu'il n'y a pas une culture snob trop... ça aussi, entre autres, que le catch français a ses bases bien ancrées dans le nord de la France, dans des régions qui étaient d'anciennes
d'anciennes régions industrielles, d'anciennes usines, etc. Ouais, tout à fait. Je me pose la question. On n'a pas la réponse absolue, parce que vous savez bien entendu que c'est pas aussi simple que ça. On n'aura jamais la réponse. On l'aura peut-être jamais, parce que ça se meut, comme le disait Meltzer, en congratulant Nathan. C'est quelque chose qui est toujours évolutif, et comme tu le disais toi aussi. On va te laisser, Nathan, en plus de te remercier, le dernier mot. Il me semble en plus que, on s'en doute bien, vu tout ton chantier actuel, que tu as des projets. Donc voilà, c'est open mic. On te dira pas you talk too much, contrairement à Botchamania. Dis-nous ce que tu as à nous dire, ce que tu souhaites dire aux auditeurs. C'est à toi de jouer. Eh bien, déjà, je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. Avec plaisir. Tous vos échanges depuis le début, parce qu'il y a eu un petit peu de temps depuis nos premiers échanges jusqu'à cette sublime discussion, ce beau podcast. Je vous remercie de vous être intéressé à moi et à ce que j'entreprends dans la vie. Je considère que c'est une chance énorme d'avoir pu travailler. Je m'imaginais jamais dans la vie pouvoir mener des études sur le catch. Et travailler avec l'exception catchesque. Exactement. Effectivement, j'ai des projets plein la tête. Je ne sais pas où donner de la tête, pour être honnête. J'espère pouvoir continuer les articles sur mon site. Ça, c'est mon petit bébé, je ne l'abandonnerai pas. Wrestlingtothemat.fr. Exactement. Un peu de lecture, voilà, c'est un petit peu lacunaire, mais c'est ce qui me plaît, et c'est une petite librairie un petit peu. J'espère en faire une référence avec le temps. Ouais, faut vraiment picorer. Dès que vous regardez un truc sur le network, n'hésitez pas à aller à Wrestling to the Mat, comme ça vous aurez plein d'informations contextuelles sur ce que vous venez de regarder sur le network. C'est ça. Lâchez les quelques streams ça et là, même s'il y en a des très sympas, notamment avec ce cher Bailey, catcheur francophone, Mike Bailey évidemment, et allez faire un petit tour du côté de Wrestling to the Mat entre temps, voire même lisez-le en regardant les streams. Ne vous trouvez pas d'excuses, pareil pour écouter nos émissions. Et tu avais, je crois, un tout dernier projet, une toute dernière annonce à... Oui, tout à fait. Et puis pour terminer sur mon site, malheureusement, ça s'adresse pas à tout le monde pour l'instant. Oui, bien sûr. Puisque je fais beaucoup du catch des années 70, donc forcément, c'est pas forcément de la lecture super attrayante, entre guillemets. J'avais commencé à faire du Monday Night Raw que j'avais laissé de côté. J'avais fait un peu de la ECW, de la WCW, que j'espère reprendre très vite aussi. Mais j'essaye de remonter un petit peu chronologiquement, donc ça prend du temps. Et comme dit, je suis beaucoup occupé, donc lentement, mais sûrement. Et pour parler de ce fameux projet dont je souhaitais vous parler, je souhaiterais vous parler de Business Wrestling. Alors c'est une petite exclue que je fais ici. Ça fait 2 exclus en un podcast pour l'instant, donc voilà, prenez ça comme vous voulez, aucune prétention, mais c'est l'exclu. Alors qu'est-ce que Business Wrestling, me direz-vous ? En 2019, j'ai pu participer à un projet qui s'appelait le Fatal 4-Way. Je ne sais pas si vous aviez entendu. C'est un podcast, c'est ça ? Ah, c'est un podcast. Voilà. Ouais. On était sur YouTube, une chaîne YouTube sur laquelle nous publions des reviews et autres vidéos en format podcast, effectivement, en live. Aujourd'hui, le Fatal 4-Way n'existe plus, mais j'ai toutefois pu faire la connaissance de mon ami David, avec qui je suis resté en contact, et avec qui je partage la même vision des choses sur bien des points, ce qui nous a permis de mener aussi un projet ensuite à deux et de le concrétiser. Et nous avons donc décidé de créer d'un commun accord Business Wrestling, qui est donc un projet vidéo. À ce jour, nous n'avons pas encore pu sortir notre première vidéo, mais le montage est en cours, je vous l'assure, et devrait se finaliser d'ici l'été. Oui, parce que beaucoup de facteurs ont retardé cette réalisation. Oui, tu m'étonnes. Soucis de santé, pour moi, ou du fait que nous avons notre cursus respectif, que nous habitons loin, lui pour ses études, sans parler des confinements, reconfinements et autres couvre-feu. Et le postulat de Business Wrestling, c'est pour nous de nous pencher sur des sujets qui ont peu ou pas du tout été traités en français. Des sujets bien sûr relatifs à l'histoire du catch et à son fonctionnement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a par-dessus tout opté pour la vulgarisation afin de pouvoir, même si le sujet ne s'adresse qu'à un public conscient et averti, de pouvoir toucher le plus grand nombre. Et je vous le dis, en exclusivité, la première vidéo de sans Business augmentation du prix, le premier épisode d'une série qu'on a appelée Gloire et Tragédie.
Ok. Oh. Attention. Et qui se concentrera sur le cas de la World Class Championship Wrestling et de la famille Von Erich. Allez, c'est lancé. C'est lancé. Vous l'aurez entendu ici, rendez-vous est pris. De toute façon, ce sera une très bonne excuse, je pense, pour te réinviter, justement, au-delà de tes objets de recherche. Avec plaisir. Merci encore, donc Nathan, qu'on retrouve sur wrestlingtothemat.fr et wrestlingto donc tiré du dessous, comme dirait ma grand-mère. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Félix, on vient nous chercher. D'ailleurs, je crois que toutes les agents, enfin, si vous entendez un blague à part, parce que comme on enregistre la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud, excusez-nous. Donc en tout cas, Félix, on te retrouve sur évidemment le catch à casque que tu tiens à la maison à bout de bras, et puis sur l'exception catchesque également, comme l'a très bien rappelé Nathan. .wordpress.com. Que de talent, que d'écriture, que de verve, quelle belle plume. Pour ma part, vous me retrouvez sur le Catchacast et l'ensemble des univers des podcasts. Et voilà, petit teasing aussi, comme l'a fait Nathan. Il y a des chances qu'il y a des choses qui soient écrites et qui ne se limitent peut-être plus qu'à de l'audio. On vous en parlait il y a quelques temps, mais là, on a des feux au vert, que ce soit l'amélioration de la situation pandémique, que ce soit du matériel acquis, etc. On vous en parle quand ce sera prêt. Prenez bien soin de vous. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à passer à parler de nous, à vous abonner, à faire un tour du côté de la page Patreon. Tout est dans la barre d'infos. Ciao, ciao! Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.